Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Compère. Compère, c'est cet organisme de soutien à domicile qui met en relation avec les parents des étudiants sélectionnés et formés qu'on appelle des mentors. Ces mentors, leur objectif est de travailler avec l'élève la confiance, la motivation pour au bout viser la réussite scolaire. Mais chez Compère, il est également possible de découvrir des activités autour du sport, de la cuisine et des arts et cultures. Ça peut comprendre une confection de recettes, mais aussi une visite de musée, par exemple. Tout ça pour développer la curiosité et pourquoi pas des passions naissantes chez les enfants. Pour finir, en cette période un peu particulière, Compère propose des cours en visioconférence, histoire malgré tout, lorsqu'on est parent, de confier le stress des devoirs à quelqu'un d'autre que soi. Je vous invite donc à vous rendre sur compère.fr, COMPAIRE.fr, pour en savoir plus. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'auteur de BD Nicolas Keramidas. Vous avez peut-être déjà associé son nom à des titres comme Luna, Alice au pays des singes ou encore l'atelier Mastodonte. Et aujourd'hui, Nicolas Keramidas publie sa première bande dessinée, réalisée en solo, à cœur ouvert aux éditions Dupuis. À cœur ouvert, c'est un projet autobiographique au sein duquel Nicolas Keramidas retrace l'expérience qu'il a vécue jusqu'à il y a peu, suite à une malformation cardiaque, la tétralogie de Fallot. En 1973, alors qu'il n'a qu'1 an, Nicolas se fait opérer à cœur ouvert, laissant une grosse cicatrice sur son torse, et des dizaines d'années plus tard, le verdict tombe, il doit se faire opérer à nouveau. C'est donc cette histoire que À cœur ouvert nous raconte entre l'enfance de Nicolas, son séjour à l'hôpital ou encore ce qui se passe après l'opération, le tout développé avec une pointe d'humour qui est toujours la bienvenue. Alors, avec Nicolas Keramidas, on a parlé de la distance à trouver lorsqu'on se dessine dans une BD autobiographique, de la manière dont il est parvenu à rassembler ses souvenirs, ou encore des retours si nombreux qu'ont déjà pu lui faire ses lecteurs et ses lectrices depuis la parution de la BD. Bonne écoute! Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors oui, je le dis, on est en train de recommencer les 5 premières minutes de cet entretien, parce que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Alors je le disais dans l'introduction, vous avez été opéré parce que vous souffriez de la tétralogie de Fallot ou maladie du sang bleu, ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Et peut-être que pour être tout à fait clair, pour planter le décor, on pourrait se demander ce que c'est. Oui, alors c'est une malformation cardiaque, c'est un problème de valve. Donc comme je l'explique souvent, je suis avant tout dessinateur de bande dessinée et pas médecin. Mais bon, voilà, en gros le principe c'est que les parois, au niveau des valves, il y a un problème et le sang oxygéné et le sang non oxygéné se mélangent. Ce qui fait qu'en fait on s'en rend compte, les parents en prennent conscience généralement, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du sang bleu. C'est que l'enfant, en fait, quand il s'énerve, il devient un peu bleu sur le bout des doigts, sur les extrémités. Uniquement sur les extrémités. Voilà, sur les extrémités. Moi c'est vrai que je fantasmais aussi. Dans la BD, il y a une espèce de schtroumpf. Voilà, pour le sang bleu, pour moi, on était tout bleu. Mais en fait, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle de cyanosé au bout des extrémités. Et en fait, quand j'étais petit, ils m'ont réparé ça. Peut-être parce que quand on est petit, on fait que réparer pour l'instant. Ouais. Et en fait, en 2016, quand on m'a réopéré, du coup, on a cette fois-ci changé les valves. En fait. C'est ça, en 2016, vous faisiez une partie de foot et en gros, votre cœur s'emballe, quoi. Voilà, tout à fait. En fait, pour moi, j'ai toujours vécu avec la tachycardie. En fait, la tachycardie, c'est quand le cœur s'emballe un peu avec des irrégularités. Et j'ai toujours cru que tout le monde en faisait, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours cru qu'on faisait un effort, que notre cœur s'emballait un peu, puis qu'on refaisait un effort, que le cœur s'emballait encore plus, et que là, on faisait de la tachycardie. Je croyais que c'était la normalité pour tout le monde. Et en fait, je me trompais complètement. La tachycardie, c'est pas quelque chose de normal. Et je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai fait cette séance de foot en salle, lorsque il y a eu vraiment un gros épisode de tachycardie très avec beaucoup d'arythmie. C'était un peu bizarre. C'était la première fois que ça me faisait ça quand même en 45 ans, quoi. Donc j'ai envoyé un message à mon cardiologue et à mon généraliste en disant écoutez, hier j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Et les deux m'ont dit on te voit demain. Et là j'ai senti
il y avait quand même un petit problème. Mais eux, ils savaient depuis le début, enfin pas eux personnellement, mais qu'il aurait peut-être fallu vous réopérer. En fait, si, eux le savaient vraiment. C'est-à-dire que mon cardiologue, il m'a dit, même que la première fois qu'il m'a ausculté, il y a 10-15 ans avant, il savait qu'à un moment donné, il faudrait réopérer, en fait. En fait, apparemment, c'est quelque chose qu'on aurait pu me dire dès la naissance. C'est ça. Qu'on ne m'a pas dit. Alors, est-ce qu'on l'a dit à mes parents ou pas, ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que finalement, moi, je préfère largement le fait qu'on m'ait rien dit. Ouais. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt quand on vit une vie à peu près normale de savoir que vers 40 ans il faudra réopérer, quoi. Je vois pas l'intérêt donc finalement j'en ai jamais rien su et j'ai découvert ça au moment où il fallait opérer, en fait. Alors pour construire cette bande dessinée, vous vous êtes appuyé, pas que mais notamment sur le journal de votre compagne, de votre femme, je sais pas, bref. Ouais, femme, ouais. Qu'elle a commencé quelques jours avant l'opération. Alors, j'ai évidemment aucune envie d'être indiscret, j'ai pas envie que vous révéliez des choses intimes, évidemment, mais qu'est-ce que vous y avez trouvé? Uniquement des faits, des détails concrets pour vous remémorer les choses, ou ça a été plus loin dans l'inspiration? C'est surtout, avant tout, ça m'a permis de reconstruire les pièces du puzzle que je n'avais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais mon point de vue. Et puis il y avait les moments où j'étais sous morphine, les moments où j'étais dans les vapes, les moments où, enfin voilà, surtout ces moments délicats pendant l'opération, après l'opération. Il y a une semaine qui est vraiment un peu floue dans ma tête parce qu'on est complètement shooté de toute façon. Ouais. Et en fait, ces parties-là étaient vachement bien parce que elle a son point de vue, mais elle me voyait, en fait. Autant moi, j'avais pas conscience de comment je voyais les choses, mais elle c'est ce qu'elle a pu raconter. Puis après, il y a aussi toute la phase, en fait. Ce que j'ai bien aimé, en fait, dans le fait qu'elle ait pris des notes, c'était pas prémédité qu'on en fasse, qu'il y en ait un bouquin de toute façon, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que justement moi j'avais mon point de vue de moi à l'hôpital et elle avait le point de vue qui était à la maison et avec en passant me voir de temps en temps, etc. Au-delà des étapes, au-delà de vous remémorer les étapes, il y avait autre chose, quoi. Oui, c'était il y avait déjà il y avait un autre ressenti et puis une autre vision, la vision de la famille avec les enfants aussi. Oui, ça, vous avez un fils. Ouais, deux. Oui, 2 fils, oui. Et en fait, c'était là où c'était intéressant, je trouvais, c'est ça, d'avoir cet autre point de vue. L'album n'aurait pas été le même si je m'étais contenté que de mon point de vue, quoi, de toute façon. Mais justement, donc, À cœur ouvert, c'est une BD autobiographique, on peut le dire. Ça implique qu'il faut vous dessiner. Comment est-ce qu'on parvient à jongler entre l'image qu'on a de soi, l'image qu'on veut renvoyer de soi et l'image le reflet dans la glace, concrètement? Alors, déjà, faut savoir que quand on se lance dans une bande dessinée autobiographique, moi j'ai fait une vingtaine d'albums jusqu'à présent, mais toujours avec des scénaristes, avec des coloristes. Là, c'est vraiment le premier album que je fais entièrement tout seul. Quand on se lance dedans sur une BD de ce type, faut être prêt à se livrer, en fait. Faut être prêt à se livrer, faut être prêt à se mettre à nu, bon, évidemment, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, effectivement, dans la BD, on voit mes fesses, voilà, on voit pas que ça, on voit tout, en fait, voilà. Mais après, c'est le principe de l'hôpital. Je veux dire, à l'hôpital, quand vous allez dans ce genre de service, vous voyez un nombre de personnes, les fesses à l'air, avec la blouse. Enfin, voilà, il y a toute une pudeur, finalement, que si on n'est pas prêt à mettre ça sur papier, déjà, c'est même pas la peine de commencer le bouquin, en fait. Donc, moi, je savais que j'avais pris des notes et je savais que forcément, si jamais je me décidais à faire un bouquin, voilà, fallait l'assumer de A à Z, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que pour moi, c'est moi qui décide de le faire, donc voilà. Mais par exemple, ma femme, elle, ça lui a fait bizarre de lire le bouquin, en fait, de se voir, de voir comment j'interprétais ses propos, etc. aussi. Mes enfants, c'était pareil, quoi. En fait, il y a quand même, malgré tout, et même les médecins aussi, parce qu'en fait, ça reste malgré tout mon point de vue, quoi, en fait. Ouais, donc, mais précisément, ça a influencé votre style, de quelle manière, votre manière de dessiner les choses que vous connaissez, de fait?
Est-ce que ça a influencé surtout votre style? Oui, de toute façon, j'ai dû tout changer pour ce bouquin de A à Z. Sur mes 20 bouquins, j'ai toujours privilégié des collaborations et des scénarios fantastiques, fantasy, inventés. Il y a un truc que j'aime pas spécialement, c'est tout ce qui est documentation. C'est pas un truc qui m'excite vraiment. Autant j'ai des collègues qui peuvent passer 6 mois avant d'attaquer un album à rechercher comment sont les bateaux, comment sont les trucs, l'architecture, etc. Moi, j'avoue que ça me tombe des mains, qu'en fait, voilà. Et au début, quand j'ai attaqué cette aventure d'À cœur ouvert, je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude. J'allais pas faire de recherche, en fait. Donc, j'allais y aller spontanément, en dessinant tout, presque sans crayonner, etc. Voilà. Et en fait, très vite, mon éditeur, à un moment donné, m'a dit... c'était sur un détail, il m'a dit, mais là, on est où? Alors, je lui dis, là, je suis... on est où dans la BD? Je lui dis, là, je suis dans la salle d'attente de mon médecin et de mon cardiologue. Puis il me dit, ah ouais, et puis il me dit, ton cardiologue, il a une lampe à franges, il a une tapisserie avec des rayures, il a ça, il a ci. Alors je suis, non, j'ai tout inventé. Il me dit, ouais, ça se voit, et j'y crois pas une seconde, quoi. C'est-à-dire qu'il me dit, si tu te lances dans un album comme ça, quand tu fais l'hôpital de Grenoble, c'est l'hôpital de Grenoble. Quand tu fais une IRM, c'est une IRM. Quand tu fais un électrocardio, c'est... Et il me dit, chaque truc doit être documenté. Il me dit, de toute façon, sinon, tous ceux qui sont déjà passés par là vont pas y croire, en fait. Et si on veut croire à ton récit, il faut que les gens se disent, c'est le CHU de Grenoble, j'y suis allé, oui, je reconnais bien le couloir, je reconnais bien la chambre, etc., etc. Et du coup, le bouquin, il a complètement changé à ce moment-là. J'ai fait ce que j'avais jamais fait. J'ai été, du coup, à l'hôpital, au service documentation, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a filé une clé USB gavée de photos de l'hôpital, des couloirs, des trucs, de tout le matériel, etc. Et après, en fait, j'ai attaqué le bouquin dans un tout autre esprit, c'est-à-dire avec la documentation, et essayer qu'on puisse y croire un maximum. Et de ce fait, il fait 200... Oui, et puis pareil, au début, il devait faire 100 pages, il est passé à 200 pages. Enfin, de toute façon, le bouquin, dès le moment où il m'a dit non, mais attends, on doit y être, on doit y croire, on doit prendre le temps, on doit tout ça, le bouquin, il a complètement changé, en fait. Vous avez pensé, j'ai lu, à en faire un roman plutôt qu'une BD. Qu'est-ce qui vous a décidé à rester sur votre support principal? En fait, ce qui se passe, c'est que... justement, il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que dessiner le monde moderne m'excite pas vraiment, en fait. Dessiner des voitures, dessiner des immeubles, dessiner un hôpital, tout ça, c'est pas ce que je sais faire et c'est pas ce que j'ai envie spécialement de faire. Et par contre, raconter, je sais que je peux à peu près raconter quelque chose correctement. Et là, je me suis dit, si j'en fais un roman, j'évite ce côté documentation, j'évite ce côté dessiner tout ce que j'ai pas envie. Il suffit de le raconter, j'arrive à l'hôpital, je peux le décrire, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais alors, très vite, je me suis dit, mais attends, si je parle là-dedans... En fait, pareil, autant j'avais jamais fait de bande dessinée tout seul, mais c'est quand même un média que je maîtrise. Mais alors, un roman, j'ai jamais écrit. Et là, je me disais, mais je sais même pas comment ils font, en fait. C'est-à-dire que je me demandais si j'attaquais un roman, je faisais quoi? Toutes les 50 pages, je relisais le début pour avoir une cohérence. Enfin, je sais pas comment il faut faire un roman. Donc, en fait, j'ai vite abandonné parce que je me suis dit que je me lançais dans un truc que j'allais pas maîtriser du tout. Pas... Et le but, c'était quand même d'avoir un truc où j'étais au moins à l'aise dedans, quoi. Ouais. Alors, cette opération, pour y revenir, elle a, de fait, laissé une marque sur votre corps. Même quand vous étiez petit, vous la montriez à tout le monde un peu comme une fierté. Ouais. C'est une grosse marque, on le voit dans la BD en tout cas. Mais dès le début, vous le dites aussi, alors je cite, « Il paraît qu'une cicatrice ne laisse pas que des traces visibles, mais aussi un traumatisme. » De quelle manière votre rapport à cette cicatrice a évolué au fil du temps? En fait, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il paraît que ça laisse un traumatisme, mais moi, ça... en fait, j'arrive pas à savoir si vraiment ça a laissé un traumatisme ou si ça n'en a pas laissé. Ce qui se passe, c'est que ce que je me rends compte, c'est que par tous les témoignages que je reçois actuellement, je me rends compte qu'on n'a pas tous le même vécu et pas tous le même rapport avec le même type d'opération, finalement. Alors, je sais pas si... est-ce que les gens pour qui ça s'est bien passé ne m'écrivent pas spécialement? Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui m'écrivent, c'est vraiment des gens pour qui ça a été quand même
douloureux et compliqué. Et pour qui ça a laissé... ça a vraiment marqué leur vie. Ouais. Moi, ça a marqué ma vie... pas vraiment de manière traumatisante, parce qu'en fait, déjà quand j'étais petit, comme je le dis dans le bouquin, j'en ai joué et surjoué. Voilà, je trouvais ça même plutôt marrant, plutôt d'être différent à ce niveau-là des autres. Je veux dire, c'est une différence physique, mais finalement sur un garçon, il y a le côté un peu baroudeur, il y a le côté tout ça. C'est pas, peut-être que chez une fille, ça provoque plus de complexe par rapport au corps ou ce genre de choses, j'imagine. Alors moi, j'avoue que ça m'a toujours fait plutôt rire. Et puis en plus, ça m'a pas ni handicapé, ni traumatisé. Je veux dire, j'ai pu faire une vie à peu près normale, quoi, en fait. Alors, autre chose, c'est que moi, j'ai eu la chance très vite, finalement, de savoir ce que je voulais faire. Le dessin, c'est quelque chose que... Je crois que dès que j'étais en CP, CM1, CM2, je me suis dit que je voulais faire du dessin. Dès que j'étais en quatrième, je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Enfin voilà, du coup, ça a été... un chemin un peu tout tracé et finalement peut-être que le dessin m'a empêché de me poser des questions sur tout ça, quoi, en fait. Et d'ailleurs je pense que le dessin encore, le fait d'avoir fait ce bouquin, je pense que ça m'a permis de passer à travers toute cette épreuve de manière assez fluide, finalement. Et c'est peut-être aussi une trace de cette expérience. Ah oui, bien sûr. Concrète. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est... De toute façon, je l'ai fait pour... voilà. Mais encore une fois, par contre, c'est mon point de vue. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que j'explique vraiment beaucoup, parce que ça me paraît important, parce que il y a des gens qui m'écrivent, qui disent ah, mais c'est pas vrai, on se rappelle très bien quand on est petit du traumatisme que ça laisse, etc. Oui, alors peut-être que cette personne se rappelle de ça, mais voilà. Mais moi, c'est un témoignage. Je pense qu'il faut pas prendre ce bouquin comme une absolue vérité. Oui, le fait est que c'est autobiographique. Et... Voilà. Par contre, piocher, beaucoup de gens se disent ah bah voilà, les 3 jours de l'armée, c'est pareil, j'ai ce souvenir comme ça. Ça, je me souviens que les gens piochent à droite à gauche et retrouvent effectivement des... Parce que malgré tout, il y a quand même forcément un cursus commun, en fait, quand on fait ce genre quand on a ce genre d'opération, de double opération. Ouais. Alors, cette bande dessinée, c'est la première, vous aviez fait en 2010, 1 an, 365 dessins. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est l'une des premières. Oui, parce que c'était pas vraiment une bande dessinée. Ouais. Où vous travaillez tout seul, du scénario au dessin, sans auteur, sans scénariste, sans coloriste. Est-ce que c'est ce souvenir personnel, l'histoire intime qu'il représente, qui vous a fait travailler seul, ou vous aimeriez retenter l'expérience ? En fait, j'ai fait une vingtaine de bouquins, toujours avec des collaborations, et je trouve ça très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, je me dis que j'aimerais bien à un moment donné faire le pas de faire mon bouquin tout seul, quoi, aussi. Je le vois parce que j'ai pas mal de collègues qui bossent vraiment seuls tout le temps. Et je comprends aussi que c'est autre chose de travailler tout seul, c'est-à-dire que on peut revendiquer tout à 100%, etc. C'est vraiment notre bouquin à nous. Mais le truc, c'est que j'allais pas faire de l'humour, de l'heroic fantasy, de la fantasy, tout ce que j'ai déjà fait. J'allais pas me lancer dans un scénario comme ça où il y aurait eu juste la comparaison forcément avec les autres scénaristes. Ah bah il fait mieux, il fait moins bien, etc. Il n'y avait aucun intérêt en fait à faire ça. Donc ça voulait dire faire une bande dessinée complètement différente. Et quand il m'est arrivé ça, je me suis rappelé que ça fait quand même déjà pas mal d'années que j'avais envie de raconter au moins les petites anecdotes du début, que ce soit le passage de la bille, du requin, etc. Et tout. Et que... mais ça faisait pas un album, ça faisait peut-être 20 pages, 20-25 pages, c'est ce que ça fait dans le livre d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai appris que j'allais être réopéré, j'ai commencé à prendre des notes. C'était pas nécessairement dans l'intention d'en faire un bouquin, d'ailleurs c'est les premiers mots que je mets dans mon carnet quand je note le truc, c'est je sais pas ce qu'il en ressortira, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas s'il en ressortira quelque chose. Ouais. En fait, je voulais pas oublier, ça c'était important. C'était important pour juste pour
comme ma femme, on aime bien, en fait, il y a des choses, il y a des souvenirs, des choses comme ça, les archives, ce genre de choses. C'est comme là pour le Covid, alors j'en ferai vraiment pas un bouquin parce que tout le monde en a fait des bouquins et puis on est en train de voir plein de BD, plein de romans sortir sur le Covid et ce qu'il faut que ce que je trouve là-dedans pas très intéressant, c'est qu'on a tous vécu le Covid. Donc si c'est pour raconter ces apéros visio, ces trucs comme ça, on l'a tous fait, etc. Donc je vois pas l'intérêt. L'intérêt là du bouquin de À Cœur Ouvert, c'était quand même qu'il me semble qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. On se fait rarement opérer à cœur ouvert. Mais tout ça pour dire que donc j'ai pris des notes, et sur le Covid j'ai pris aussi des notes, et par contre c'est vrai que la dernière fois je relisais mes notes qui datent d'il y a un an maintenant, 16 mars, pour le premier confinement j'ai commencé à prendre des notes là, et en fait je suis très content d'avoir pris des notes parce que je me rends compte qu'on oublie assez vite. On se rappelle qu'on a été confiné, on se rappelle qu'on a fait des apéros visio, etc. Mais en fait, quand j'ai relu les trucs, je me suis rappelé de toutes les pénuries de papier toilette au départ, ce genre de trucs, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et en fait, toutes ces choses-là, on les a. Et moi, sur mon bouquin, sur mon vécu par rapport à l'opération du cœur, que j'en fasse ou non un bouquin, je voulais me rappeler de tout, en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte aussi que mieux on va et plus on oublie les détails, en fait. Évidemment, je vais me rappeler que j'ai eu une opération du cœur, mais se rappeler que d'abord je suis passé par là, d'abord j'ai fait ça, j'ai fait cet examen, c'est un cheminement que j'avais envie au moins de garder comme témoignage, quoi. Et ensuite, une fois que j'avais pris des notes, petit à petit je les ai commencé à les dessiner, quoi. Est-ce que vous êtes arrivé en cours de création, alors pas forcément pour celle-ci, mais de vous lasser d'un personnage, ou de vous lasser de couleurs dans cette BD ou dans une autre, évidemment? Alors non, pas spécialement. Celle-ci a été, je m'en suis pas lassé, mais ça a pris presque 2 ans, alors que j'avais prévu une année pour le faire. En plus, la parution a été décalée. Voilà, la parution a été décalée. Ça a été, à un moment donné, c'est vrai que, en fait, c'est vraiment en général, je passe 6 à 8 mois sur un bouquin, et comme je dis, j'ai toujours collaboré avec des gens, donc on se décharge le scénario, on décharge les couleurs, c'est quand même plus léger comme truc. En plus, en général, j'essaie d'alterner les genres de bouquins, ce qui fait que ça permet d'éviter de se lasser, justement. Mais sur ce bouquin, je me suis retrouvé, au bout d'1 an et quelques, j'avais fait le noir et blanc. Et il fallait attaquer les couleurs. Et là, les couleurs, c'était plus de 200 pages, c'est-à-dire que de suite, on se remet presque 150 jours de boulot, quoi. Puis comment vous les avez pensées, surtout, ces couleurs? Oui, et surtout, j'avais jamais fait de couleurs sur un album, en fait. Et donc, le challenge était énorme. Le premier réflexe, d'ailleurs, ça a été de dire on va prendre un coloriste. Et donc, j'en ai parlé à mon éditeur. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on trouve un coloriste et tout. Et c'est lui qui m'a interdit formellement. Il m'a dit, écoute, tu as fait tout le scénario, tu as fait tout le noir et blanc, tu as fait le plus dur, quoi, en fait, en gros. Tu vas regretter de collaborer avec quelqu'un sur des couleurs. Quand tu verras le bouquin, ce ne sera pas tes couleurs, ce ne sera pas ton bouquin, finalement. Et je pense il me dit, je pense que tu vas le regretter. Je pense qu'il avait raison à 100%, en fait. Et oui, du coup, j'ai un peu commencé à les faire. Pardon ? C'est un projet particulier, donc là... C'est ça. Alors, le souci, quand même, c'est que quand vous faites un album normal de 46 pages, je pense qu'à l'écran, vous pouvez à peu près mettre les 46 pages en petit pour voir à peu près une chromie générale du bouquin, quoi. Mais là, j'avais 200 pages. C'est comme le roman tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que je voyais même pas comment j'allais faire pour imaginer des séquences, pour les mettre tout à l'écran. Je me suis lancé dans un truc que c'était compliqué à maîtriser. Et voilà. Au final, j'ai quand même adoré faire ça. Mais bon, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça demande du temps, de la patience. Alors bien sûr, c'est difficile de parler d'une BD et de donner envie de la lire, mais je voulais parler d'une scène. En novembre 2016, vous êtes à l'hôpital, on vous a anesthésié pour vous opérer, et vous vous réveillez, vous êtes complètement ensuqué dans le pâté. Vous ne sentez toujours rien à cause de l'anesthésie, et vous osez demander, au risque d'être ridicule, si vous avez été opéré et si ça s'est bien passé. C'est vrai. Et juste après, à cause de la morphine, vous ne vous souvenez plus tellement de la tête du docteur. Alors, dans chaque case, c'est un personnage avec une tête différente qui parle, histoire de ne pas se tromper. Il y a tantôt Mickey, tantôt
tantôt une tortue ninja. Bon bref, c'est une scène assez drôle. Et je me demandais dans quelle mesure, ou plutôt à quel degré vous aviez décidé de placer de l'autodérision, de l'humour dans cette BD. Parce que dans le fond, le sujet ne l'est pas forcément. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les premières anecdotes que j'ai couchées sur papier, c'était celles de l'enfance. Parce que ça, c'est des anecdotes qui avaient mûri en moi depuis très très longtemps. L'histoire de la bille, l'histoire du requin, l'histoire de l'armée, tout ça. Et en fait, à force de me les remémorer, c'est des anecdotes dans lesquelles j'ai toujours placé un peu d'humour. Il y a forcément un ton un peu décalé, un petit peu humour là-dedans. Ouais. Et en fait, quand j'ai attaqué ensuite les anecdotes du bouquin, en fait, très vite, j'ai compris que j'allais pas faire un bouquin. De toute façon, c'était pas l'intérêt de faire un bouquin plombant. J'avais pas envie de faire un bouquin qui soit juste anxiogène ou qui voilà. Et du coup, je voulais tout de suite amener ce petit décalage. En plus, de même que dans le dessin, je voulais alterner des décors un peu réalistes, etc. Où effectivement, on sait qu'on est à l'hôpital, on retrouve les situations. Ouais. Et puis, par contre, un dessin plus lâché, plus humoristique, plus comique, dès le moment où effectivement, pour amener cet équilibre en fait, voilà, entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a eu plein d'anecdotes qui me sont venues où je voyais le côté comique. Après, faut imaginer quand même que l'hôpital c'est un univers à part entière, mais c'est pas que dur, c'est pas que plombant. L'hôpital, il y a effectivement beaucoup de choses qui prêtent à rire aussi, quoi, comme partout d'ailleurs. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais vous pensez aux lecteurs, quelle relation vous tissez avec eux, avec elles, et peut-être avec leur retour, en l'occurrence pour celle-ci? Alors les retours, j'en ai énormément, et effectivement, je m'attendais pas à ça. En fait, alors j'aime bien le côté de déstabiliser un petit peu les gens, c'est-à-dire que les gens qui me connaissent sur les 20 autres albums, alors peut-être qu'ils vont me suivre, peut-être qu'ils vont pas me suivre du tout, mais en tout cas ils seront de toute façon surpris, et ça me plaît dans l'idée et tout. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que j'ai énormément de gens qui m'ont vu soit lors d'interviews, de reportages ou autres, ou à la télé, et qui m'envoient un message pour me dire je viens de vous voir, j'ai eu la même chose, ou alors je connais quelqu'un. En fait, très vite avec les réseaux, on se rend compte que quelqu'un connaît quelqu'un qui a eu la même chose, hein, ou alors ou pas loin. Et si c'est pas une opération du cœur, ça peut être aussi un autre traumatisme, une autre chose, une autre cicatrice. Et du coup, je reçois énormément de gens que je me rends compte qui ont besoin d'en parler, en fait, tout simplement. Alors j'essaie de répondre, mais c'est vrai que je réponds à peu près à tous, et surtout, en fait, j'insiste sur le fait que voilà, je suis pas le porte-parole en fait des opérés du cœur de France du tout, loin de là. C'est juste mon expérience que je raconte, quoi. En ce moment, est-ce que vous avez des projets, Nicolas? Ah bah oui, là, ouais. Bah en fait, je suis même complètement dans l'autre projet. Alors, je suis hyper content que malgré la période, on ait pu effectivement sortir le bouquin, faire de la promo correctement, des dédicaces, etc. Parce qu'à un moment donné, j'ai même cru qu'on n'allait même pas pouvoir faire ça. Mais pour le coup, le À Cœur Ouvert était prévu quand même en avril dernier, donc il y a bientôt un an. Et ce qui veut dire que moi, depuis 1 an et demi, j'ai déjà attaqué à un autre projet. Donc c'est un autre projet qui sort en juin chez Glénat, et c'est un projet avec Johan Sfar. Ça s'appelle Commando Barbare. Et alors là, on revient à un truc qui n'a plus rien à voir du tout avec À Cœur Ouvert. C'est de l'Heroic Fantasy. Là, c'est de l'Heroic Fantasy, c'est hyper con dans le bon sens du terme, quoi, en fait. Et voilà, mais c'est vrai que ça me fait du bien aussi après ce bouquin un peu lourd à faire, à écrire, à porter, d'avoir un truc complètement léger. Je trouve ça vraiment top, quoi. Et à côté de ça, il y aura un jeu de rôle. Oui, alors en fait, un roman illustré. Voilà, il y a en fait Commando Barbare, c'est partie de notre passion commune avec Johan, de tout ce qui est jeu de rôle, livre dont on est le héros, Warhammer, toutes ces choses-là et tout. Avec chacun nos références de nos côtés, en fait. Moi, plus jeu de rôle, plus livre dont on est le héros, Johan vraiment Warhammer, etc. et tout. C'est assez fun. Et en fait, quand on est parti à se raconter ce qu'on voulait faire,
Et on s'est très vite, après comme tout le monde, hein, on s'emballe et puis on se dit tiens, et si on rajoutait un roman illustré qui raconterait une autre version des choses, et puis si on faisait aussi un jeu de rôle qui aussi serait encore tout ça serait imbriqué, mais sans être imbriqué aussi pour être indépendant. Okay. Donc là pour l'instant on est dans l'écriture, pas l'écriture, on est dans la réalisation de tout ça. Trop bien. Et puis je vais vous poser une question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur culturel à nous donner? Alors oui, j'en ai un. C'est même pas un petit, parce que moi c'est devenu une espèce de blocage. C'est un artiste que j'adore qui s'appelle Invader. Qui est même dans la BD. Qui est dans la BD, effectivement. Oui, j'en parle dans la BD, effectivement. Et puis c'est un artiste que je pense, surtout à Paris, la plupart des gens ont vu. C'est quelqu'un qui pose des mosaïques un peu dans tout Paris. Et puis il y a une application qui s'appelle Flash Invaders qui permet d'aller un peu comme on va à la chasse aux Pokémon, mais à part que c'est à travers le monde entier. Et j'ai découvert ça il y a 3 ans par le biais de Vince, un pote, et qui joue aussi ce jeu. Et surtout j'ai découvert finalement les gens vont connaître que quelques mosaïques ou ce genre de choses, mais en fait il y a une vraie j'ai découvert un vrai artiste et artistiquement je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vu ces dernières années, c'est-à-dire que c'est décliné évidemment en affiches, en sérigraphie, il y a des événements, il y a plein de choses et c'est surtout le côté un petit peu quête à travers le monde que je trouve absolument génial. Moi je me suis retrouvé quand j'étais à Tokyo, justement, je le raconte dans le bouquin, mais à aller chercher un Invader de Astro Boy qui était à un endroit, et c'est vrai que quand on y arrive, à chaque fois en fait il y a toujours cette petite émotion, Mais même hier l'après-midi, j'étais en voiture avec un autre pote et on a été ce qu'on appelle flasher, c'est-à-dire prendre en photo les Invaders à travers tout Paris aussi, quoi. Ça s'appelle À cœur ouvert de Nicolas Keramidas et ça vient de sortir chez Dupuis. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.